Bonjour, voici une lecture du chapitre 13 avec des explications pour le vocabulaire qui est assez complexe. Robinson descendit plus d'une fois dans le trou de la grotte pour y retrouver la paix merveilleuse de son enfance. Il avait pris l'habitude d'arrêter chaque fois la clepsydre parce qu'il n'y avait plus d'heure, ni d'emploi du temps au fond de la grotte. Mais il y était troublé, et il se demandait si ce n'était pas la paresse qui l'y attirait, comme autrefois elle avait fait descendre dans la souille. Donc la clepsydre, c'est comme un sablier, c'est pour mesurer le temps. Donc il n'a plus besoin de mesurer le temps. C'est comme dans la souille, il se sent bien, donc peu importe le temps pour lui. Pour se changer les idées, il décida de mettre en culture les sacs de riz qu'il conservait depuis le premier jour. C'est qu'il avait toujours reculé devant le travail formidable que représente l'installation d'une rizière. En effet, le riz doit pouvoir pousser sous l'eau, et le niveau de l'eau doit toujours pouvoir être contrôlé et au besoin modifié. Il fut donc obligé de barrer le cours d'une rivière en deux endroits, une fois en aval pour inonder une prairie, une seconde fois en amont avec une voie de dérivation, afin de pouvoir suspendre l'arrivée de l'eau et provoquer l'assèchement de la prairie. Donc il veut construire une rizière. Une rizière, vous pouvez regarder une photo sur internet, c'est un champ qui doit toujours être humide. Il doit toujours y avoir un petit peu d'eau au fond du champ. Pas trop, et il en faut toujours. Donc c'est pour ça qu'il doit contrôler l'eau, il doit contrôler la rivière pour qu'il y ait assez d'eau, mais pas trop. Il lui fallut aussi faire des digues, construire 2 vannes qui pouvaient être ouvertes ou fermées à volonté, et dans 10 mois, si tout allait bien, la récolte et le décortiquage du riz exigeraient des journées de travail acharné. Donc toujours pareil, des digues, c'est des endroits où il n'y a pas d'eau, où il peut marcher, des endroits pour arrêter l'eau, et les vannes, c'est des chemins où l'eau peut couler ou pas. Et normalement, si son système fonctionne, donc si la rizière fonctionne, il aura la récolte. Donc après un travail acharné, ça veut dire que c'est un travail très compliqué par rapport aux cultures précédentes. Aussi, lorsque sa rizière fut terminée et son riz semé et recouvert par une nappe d'eau, Robinson se demanda une fois de plus pourquoi il s'imposait tous ces efforts. S'il n'avait pas été seul, s'il avait eu seulement une femme et des enfants, ou même un seul compagnon, il aurait su pourquoi il travaillait. Mais sa solitude rendait toute sa peine inutile. Alors, les larmes aux yeux, il redescendit au fond de la grotte. Donc, il a un moment de panique. Comme il ne sait pas trop à quoi ça sert de travailler, il est triste et il se demande pourquoi il fait ça. Donc, plutôt que de continuer à travailler aveuglément, il préfère ne rien faire, il tombe dans la paresse. Il y resta si longtemps cette fois-ci qu'il faillit bien être trop faible pour en remonter, et mourir ainsi tout au fond de son trou. Il chercha donc un moyen de se donner du courage pour vivre comme un homme, et faire tout ce travail qui l'ennuyait tellement. Donc il a conscience qu'il y a des moments où il faillit, où il a un doute, est-ce que c'est utile de travailler ou pas. Donc il souhaite se donner des raisons de travailler, il souhaite se donner du courage. Il se souvient que son père lui faisait lire les almanachs de Benjamin Franklin, un philosophe, un savant et un homme d'État américain de ce temps-là. Dans ces almanachs, Benjamin Franklin donne ses préceptes moraux qui justifient les hommes qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Robinson pensa qu'en inscrivant ces préceptes dans toute l'île de façon à les voir toujours sous ses yeux, il ne se découragerait plus et céderait moins souvent à la paresse. Par exemple, il coupa autant de petits rondins qu'il en fallait pour former dans le sable des dunes de l'île des lettres composant la phrase suivante. La pauvreté prive un homme de toute vertu. Il est difficile à un sac vide de se tenir debout. Donc, il se rappelle d'une lecture de son père, un almanach. Donc, c'est un journal un petit peu d'une personne. Son calendrier, il lit ses préceptes, donc ses valeurs, ses raisons de vivre, ses façons de vivre. Et ce monsieur, donc, est contre la paresse. Parce que quand on est paresseux, qu'on ne travaille pas, on devient de plus en plus paresseux et on fait de plus en plus de bêtises. On est de moins en moins quelqu'un de bien pour lui. Donc Robinson a l'idée d'écrire ses préceptes, les phrases de ce monsieur,
partout dans l'île, comme ça quand il aura un petit coup de fatigue, un petit coup de faiblesse, il pourra relire cette phrase et ça lui redonnera du courage. Donc la première phrase, la pauvreté prive un homme de toute vertu. Il est difficile à un sac vide de se tenir debout. Donc si il est vide comme un sac, s'il ne fait rien, eh bien, il va rester dans la paresse, soit dans la grotte, soit dans la souille, et ne rien faire. Au contraire, quelqu'un qui travaille, qui est courageux, peut se tenir debout et fier de lui. Dans la paroi de la grotte, il avait incrusté des petites pierres, formant ainsi une sorte de mosaïque qui disait. Donc il a taillé dans la pierre. Si le second vice est de mentir, le premier est de s'endetter, car le mensonge monte à cheval sur la dette. Donc un vice, c'est pas une qualité, bien au contraire. Et le premier vice, le premier défaut, c'est de s'endetter, c'est-à-dire de ne pas travailler, de ne pas faire d'efforts pour ce qu'on a envie. Des bûchettes de pain enveloppées d'étoupes étaient posées sur un lit de pierre, toutes prêtes à être enflammées, et elles disaient dans leurs arrangements. Si les coquins savaient tous les avantages de la vertu, ils deviendraient vertueux par coquinerie. Donc c'est des petites bûchettes de pain qui sont enveloppées de ficelle, et avec ces petites bûchettes, il écrit la phrase « Si les coquins, donc les paresseux, savaient tous les avantages à être quelqu'un de bien, eh bien, il deviendrait aussi quelqu'un de bien parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être quelqu'un de bien. » Il y avait enfin une devise plus longue que les autres. Elle avait 142 lettres, et Robinson avait eu l'idée de tondre chacune de ces lettres sur le dos d'une chèvre de son corral, donc de son troupeau, de façon que par hasard, quelquefois, les chèvres, en remuant, forment l'ordre des 142 lettres et fassent sortir la devise. Cette devise était la suivante. Donc la devise, c'est, comme on a déjà lu, les phrases, les idées qui ressortent de cet almanach. Celui qui tue une truie anéantit toutes les truies qu'elle aurait pu faire naître jusqu'à la 1000e génération. Celui qui dépense une seule pièce de 5 shillings, donc c'est une monnaie, assassine des monceaux de pièces d'or. Donc une toute petite chose qu'on fait de mauvaise aujourd'hui a de grandes conséquences négatives. Parce que dans le temps, ça va être très très mauvais. Si je plante un grain de riz au lieu de le jeter, eh bien ce grain de riz va pouvoir donner beaucoup de pieds de riz et beaucoup de riz. Si je le jette, eh bien il ne donnera rien et donc ce sera un énorme gaspillage. Robinson allait se mettre au travail quand il tressaillit tout à coup de surprise et de peur. Un mince filet de fumée blanche s'élevait dans le ciel bleu. Il provenait du même endroit que la première fois, mais maintenant toutes les inscriptions dont Robinson avait semé l'île n'allaient-elles pas le faire repérer par les Indiens ? En courant vers sa forteresse suivie de Tin, il maudissait l'idée qu'il avait eue. Et puis, il y eut un incident un peu ridicule qui lui parut être un mauvais signe. Apeuré par cette cavalcade inattendue, un de ses boucs les plus familiers le chargea brutalement tête baissée. Robinson l'évita de justesse, mais Tin roula en hurlant, projeté comme une balle dans un massif de fougères. Donc le bouc qui est apeuré par la cavalcade par l'empressement quand il voit Robinson qui court et il y a beaucoup d'agitation. Dès que Robinson se fut enfermé avec Tin dans la forteresse, après avoir mis les blocs de rochers en place et avoir retiré la passerelle, il commença à se demander si sa conduite était bien raisonnable. Car si les Indiens avaient repéré sa présence et décidé de prendre la forteresse d'assaut, il aurait non seulement l'avantage du nombre, mais aussi celui de la surprise. En revanche, s'ils ne se souciaient pas de lui, tout absorbés à leur rythme meurtrier, quel soulagement pour Robinson! Il voulut en avoir le cœur net. Toujours suivi de Tin, qui boitait, il empoigna l'un des fusils, glissa le pistolet dans sa ceinture et s'enfonça sous les arbres en direction du rivage. Il fut obligé cependant de revenir sur ses pas, ayant oublié la longue vue, dont il pourrait avoir besoin. Donc les Indiens de l'autre fois arrivent, donc on se rappelle, c'est des Indiens qui ont des rites dangereux puisqu'ils tuent une de leurs personnes, une personne de leur groupe. Donc il se demande quelle attitude choisir. Est-ce que sa forteresse pourra le défendre? Certainement pas, puisqu'ils sont plus nombreux et puisqu'il va se faire attaquer par surprise. Donc il décide finalement d'aller à leur devant voir
si ces Indiens se sont aperçus qu'il y avait quelqu'un sur l'île et qu'ils viendraient le voir, ou si, au contraire, il pourrait rester tranquille. Il prend au cas où, bien sûr, une arme et une longue vue pour voir de loin. Il y avait cette fois 3 pirogues à balancier, posées parallèlement sur le sable. Le cercle des hommes autour du feu était d'ailleurs plus vaste que la première fois, et Robinson, les examinant à la longue vue, crut remarquer qu'il ne s'agissait pas du même groupe. Un malheureux avait déjà été coupé à coups de machette, et 2 guerriers revenaient du bûcher où ils avaient jeté ces morceaux. C'est alors qu'il y eut un rebondissement sans doute inattendu dans ce genre de cérémonie. Un rebondissement, c'est quelque chose qui change, qui n'était pas prévu. La sorcière, qui était accroupie sur le sol, se releva tout à coup, courut vers l'un des hommes, et en tendant vers lui son bras maigre, elle ouvrit la bouche toute grande pour proférer un flot de malédictions que Robinson devinait sans pouvoir les entendre. Donc des malédictions, c'est des phrases méchantes qui veulent du mal à cette personne. Donc il y a déjà eu une personne sacrifiée, mais elle va vers une autre personne du groupe. Ainsi, il y aurait une seconde victime ce jour-là. Visiblement, les hommes hésitaient. Finalement, l'un d'eux se dirigea une machette à la main vers le coupable désigné, donc c'est cet homme-là que la sorcière regarde, que ses 2 voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La machette s'abattit une première fois et le pagne de cuir vola en l'air. Donc c'est son habit. Elle allait retomber sur le corps nu quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'élança en avant vers la forêt. Dans la longue vue de Robinson, il paraissait sauter sur place, poursuivi par 2 Indiens. En réalité, il courait droit vers Robinson avec une rapidité extraordinaire. Pas plus grand que les autres, il était beaucoup plus mince et taillé vraiment pour la course. Il paraissait de peau plus sombre et ressemblait plus à un nègre qu'à un Indien. C'était peut-être ceux-là qui l'avaient fait désigner comme coupable, parce que dans un groupe d'hommes, celui qui ne ressemble pas aux autres est toujours détesté. Donc ce fameux rebondissement, c'est qu'il y a une deuxième victime et que cette deuxième victime ne se laisse pas faire. Donc ce deuxième homme prend la fuite. Donc c'est un homme apparemment un petit peu différent des Indiens puisqu'il a une peau plus foncée, plus noire. Donc Robinson se dit que c'est peut-être pour cela que la sorcière l'a désigné pour qu'il soit une victime. Mais il fuit, et il fuit donc en direction de Robinson, sans l'avoir vu bien sûr. Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son avance sur les 2 poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu'on ne pouvait le voir de la plage, sinon il aurait pu croire que l'Indien l'avait aperçu et venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants, les 3 Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le prenant comme victime. C'est le moment que choisit-il pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Donc là, voilà, il ne sait pas quoi faire. Vous voyez sur le dessin, il est caché derrière l'arbre. Donc, il a peur que si les Indiens le voient, eh bien, ils vont arrêter leur chasse et puis ils vont plutôt le tuer lui, Robinson, puisque c'est un intrus. Donc, il est sûr que s'il se fait repérer, de toute façon, ça ne sera pas bon pour lui. Donc, il faut qu'il agisse. En plus, Tin vient d'aboyer, donc il va être repéré. Robinson se rua sur le chien, lui passant le bras autour du cou, et lui serra le museau dans sa main gauche, tandis qu'il épaulait tant bien que mal son fusil d'une seule main. Il visa au milieu de la poitrine le premier poursuivant, qui n'était plus qu'à 30 mètres, et pressait la détente. Au moment où le coup partait, Tin fit un brusque effort pour se libérer. Le fusil dévia, et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui effectua un vaste plongeon et s'étala dans le sable. L'Indien qui le précédait s'arrêta, rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le rideau d'arbres d'où s'achevait la plage et finalement s'enfuit à toutes jambes vers le cercle des autres Indiens. Donc Robinson a hésité puisqu'il s'est dit si je ne fais rien et que les Indiens me trouvent, ils vont arrêter de poursuivre l'Indien noir et ils vont me tuer moi. Donc il décide de tuer un poursuivant. Et donc, il y en a un deuxième qui est touché. Et donc, il va voir ce qui va se passer. Donc, à quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l'Indien rescapé, donc c'est l'Indien qui était poursuivi, qui devait être la victime, inclinait son front jusqu'au sol et cherchait à tâtons. Donc, il essayait de chercher de la main, il essayait de chercher le pied de Robinson pour le poser en signe de soumission sur sa nuque.
Donc s'il pose le pied de Robinson sur sa nuque, c'est qu'il lui jure fidélité, un petit peu comme on a vu les seigneurs au Moyen-Âge. Quand on baisse la tête et que l'autre nous met le pied sur la tête, ou quand on baisse la tête devant quelqu'un, c'est qu'on lui jure fidélité. Et là, cet Indien qui a été sauvé par Robinson, ben, lui jure fidélité, puisque pour lui, c'est grâce à Robinson qu'il est encore en vie. Voilà. J'espère que donc cette petite lecture et explication, parce que ce chapitre était assez long, a pu vous aider. Voilà.